d'apnée, hypopnée obstructive du sommeil. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie qui est fréquente, une maladie respiratoire dans notre société. Et ça concerne une large population. Et ça a des complications, notamment cardiovasculaires, qu'on verra par la suite. Donc, les troubles respiratoires du sommeil, on a deux types d'apnées du sommeil. On a les apnées obstructives, c'est des apnées liées à une fermeture soit partielle ou totale des tissus de la gorge, de l'arrière-gorge, durant le sommeil. Et les apnées centrales, qui est une autre entité, c'est un trouble de la régulation cérébrale de la respiration. Et on a des apnées, mais qui diffèrent de l'apnée obstructive. Il n'y a pas de mouvement respiratoire, le cerveau ne commande pas la respiration, et on a une désaturation le soir. Ça dure, donc l'apnée du sommeil, c'est durant la nuit, le sommeil, et on n'a pas de mouvement respiratoire, et on a une désaturation nocturne liée à une dérégulation cérébrale, donc de la commande respiratoire. Dans l'apnée obstructive, on a un collapsus de l'arrière-gorge, on a persistance des mouvements respiratoires, donc le thorax et l'abdomen s'élèvent et s'affaissent, et on a des mouvements respiratoires, mais on a un obstacle au niveau de l'arrière-gorge qui entraîne une désaturation, et ça a des répercussions sur la structure du sommeil, sur l'oxygénation nocturne, et des répercussions cliniques nombreuses. Donc, c'est une maladie fréquente. Donc, ça touche 5 à 7% de la population adulte. On estime que pratiquement 15% de la population masculine, entre 30 et 60 ans, présente des troubles de la respiration durant le sommeil. C'est une pathologie sous-diagnostiquée. Donc, beaucoup de patients qui sont atteints d'apnée du sommeil ne sont ni diagnostiqués ni traités. Les répercussions du syndrome d'apnée du sommeil, donc c'est des répercussions cardiovasculaires avec augmentation de la mortalité. Donc on a la survie qui diminue quand le syndrome d'apnée du sommeil est sévère. Plus le syndrome est sévère, plus la mortalité augmente. La première cause de mortalité du syndrome d'apnée du sommeil, c'est la mortalité cardiovasculaire liée à l'hypertension, à l'athérosclérose, les ruptures de plaques avec les anneaux coronariens aigus, les AVC, donc l'ischémie, donc l'infarctus du myocarde, et les arythmies et les AVC. Quelle est la définition du syndrome d'apnée du sommeil? Qu'est-ce que c'est en fait? Il y a une association de critères cliniques qui sont définis par l'American Academy of Sleep Medicine. Donc, association de critère A, qui est la somnolence diurne excessive, qui n'est pas expliquée par d'autres facteurs. Ou critère B, c'est au moins 2 critères qui sont soit le ronflement sévère et quotidien le soir, durant le sommeil, sensation d'étouffement, de manquer d'air, un sommeil non réparateur, une fatigue diurne durant la journée, des difficultés de la concentration et le besoin d'uriner le soir. Et un critère obligatoire, c'est un critère polysomnographique, c'est un enregistrement de l'activité cérébrale, neurologique et ventilatoire durant la nuit, ou bien polygraphique uniquement ventilatoire, sans évaluation de l'activité cérébrale neurologique. Donc si on a un index d'apnée-hypopnée supérieur à 5, ça veut dire épisode obstructive le soir, apnée, ça veut dire une obstruction totale, ou hypopnée partielle, supérieure ou égale à 5 par heure de sommeil, ça définit donc un syndrome d'apnée du sommeil. L'apnée doit durer au moins 10 secondes. Et l'hypopnée, donc c'est une réduction du flux, il n'y a pas d'interruption totale de flux aérien.
mais elle est associée à une désaturation ou à une réaction d'éveil. L'apnée du sommeil entraîne des phases de désoxygénation et de réoxygénation nocturne. Et c'est suffisant pour entraîner des micro-éveils. C'est des éveils qui sont enregistrés uniquement à l'électroencéphalogramme. Le patient n'en a pas conscience. Mais c'est suffisant pour entraîner des perturbations, des répercussions cliniques nombreuses. Pour l'apnée centrale, c'est une autre entité. Ça concerne les malades qui sont en insuffisance cardiaque, des maladies neurologiques, et c'est des troubles de régulation cérébrale de la respiration. Rien ne bouge, il n'y a pas de mouvement respiratoire, contrairement à l'apnée obstructive qui est liée uniquement au collapsus des tissus de la gorge. Il y a toutes sortes de sévérités de l'apnée du sommeil. Il n'y a pas encore de consensus pour évaluer la sévérité selon la désaturation nocturne, mais donc la sévérité est établie en fonction de deux composantes, l'index apnée-hypopnée et l'importance de la somnolence de diurne. Quand c'est entre 5 et 15, c'est un syndrome d'apnée du sommeil léger, entre 15 et 30, modéré, et supérieur à 30, il est sévère. La mortalité augmente avec la sévérité de l'apnée du sommeil. Plus le syndrome d'apnée du sommeil est sévère, plus la mortalité est élevée. Pour la somnolence, elle est évaluée en somnolence légère quand il n'y a peu de répercussions et sévère quand la répercussion, perturbation est importante durant la journée. On va essayer d'écrire les facteurs prédisposants. Normalement, chez tout le monde, lors du sommeil, quand on s'endort, les muscles qui permettent que les voies aériennes soient ouvertes durant la journée se relâchent durant la nuit. Et ça induit une réduction du calibre des voies respiratoires. Chez la majorité des gens, ça ne pose aucun problème. Mais pour certains patients qui ont de base des voies respiratoires de calibre réduit, donc on peut avoir des perturbations nocturnes. Donc c'est une maladie à point de départ ORL, donc un bilan ORL est important. Si vous arrivez à voir à la première ligne, donc si on a un calibre normal, le flux aérien passe normal et on n'a pas de difficulté, de trouble du débit ventilatoire. Si la lumière se rétrécit, on a un flux aérien qui passe mais avec difficulté. C'est là, donc il passe mais il provoque du bruit et on voit apparaître les ronflements, c'est l'hypopnée. Bon, l'imitation du débit, après ce sera l'hypopnée. Et quand on a arrêt du flux aérien, c'est l'apnée. Donc il y aura des séquences d'hypopnée et d'hypopnée et d'apnée. Donc ça recommence plusieurs fois durant la nuit et ça va provoquer des micro-éveils. Les micro-éveils, ça altère la structure du sommeil, la qualité du sommeil, ça empêche le patient d'avoir un sommeil profond, réparateur et surtout continu. Et de là, la désaturation est néfaste pour l'organisme. Mais il y a aussi la réoxygénation, la fin de l'apnée qui est aussi néfaste, et elle s'apparente au syndrome de revascularisation d'un membre en cas d'ischémie aiguë du membre. Donc, là, il y a ouverture du flux artériel, donc il y aura des à-coups d'hypertension liés à l'élévation des catécholamines. Si on dose les catécholamines urinaires, on va les retrouver très élevées. Les facteurs prédisposants, l'obésité, c'est le premier facteur, donc le syndrome métabolique, l'obésité globale ou surtout viscérale, surtout chez l'homme. Donc il y a la graisse qui se dépose à l'arrière-gorge et c'est un facteur prédisposant de l'apnée du sommeil. Il y a les facteurs comme les calibres des voies respiratoires réduits, le sexe, ça touche plus les hommes que les femmes. L'âge, avec l'âge, on a les muscles qui commencent à se relâcher avec l'âge et on a plus d'apnée du sommeil. L'origine ethnique, la population afro-américaine par exemple, ont plus d'apnée du sommeil sévère.
Et les habitudes de vie, le tabagisme, les habitudes comme la prise d'alcool le soir font plus d'apnée du sommeil, et les benzodiazépines par exemple, ça aggrave, donc ça provoque plus d'apnée du sommeil. Donc on a pour les symptômes, trois grandes catégories de symptômes. On a les symptômes obstructifs, les symptômes neurocognitifs et les symptômes cardiovasculaires. Donc les symptômes obstructifs, c'est mécanique. Donc on a le ronflement. Le patient ronfle le soir. Donc généralement c'est l'épouse qui décrit les signes, soit un ronflement, soit des pauses respiratoires. Donc on a l'impression que le patient va mourir, des étouffements nocturnes, des sensations de manquer d'air, et parfois des petits signes qui doivent nous faire chercher le syndrome d'apnée du sommeil, comme la sécheresse buccale, un mal de gorge ou bien une luette enflée. La deuxième catégorie des symptômes, c'est les symptômes neurocognitifs. C'est lié à la mauvaise qualité du sommeil. Donc le sommeil est fragmenté par les micro-éveils, et donc on a une mauvaise qualité du sommeil. Donc ça se retentit déjà la journée. Donc ça retentit sur donc on aura de l'hypersomnolence diurne, on aura de la fatigue, l'insomnie diurne, on a une moindre vigilance avec plus d'accidents de travail, plus d'accidents de circulation, de la dépression, parfois de l'irritabilité, l'anxiété, on a l'impression d'avoir un sommeil non réparateur, on se réveille fatigué, et parfois des troubles de la mémoire. Pour les symptômes cardiovasculaires, sont liés à la décharge catécholaminergique. On a des sédations nocturnes, des palpitations, des céphalées, des nocturies, mais surtout l'hypertension nocturne. Normalement, la tension artérielle baisse durant la nuit. On a l'aspect d'hyper. Et en cas d'apnée du sommeil, on a perte de la baisse de la tension artérielle la nuit, et on a un aspect non d'hyper. Donc les autres problèmes de santé liés au syndrome d'apnée du sommeil, on a le contrôle de l'appétit, de la glycémie difficile dans l'apnée du sommeil. Chez les malades, on a plus de diabète dans l'apnée du sommeil. Chez les malades diabétiques, on contrôle beaucoup moins dans l'apnée du sommeil. Récemment, des évidences ont montré qu'il y avait plus de cancers chez les malades atteints d'apnée du sommeil. Donc on va s'intéresser sur le risque cardiovasculaire. Donc le risque de décès cardiovasculaire est multiplié par 3. Donc on a une augmentation de la morbimortalité cardiovasculaire pour les syndromes d'apnée du sommeil sévères par rapport au sujet sain. Donc l'étude démontre cela. Donc l'apnée du sommeil est un facteur de risque indépendant d'incidence d'HTA. L'hypertension artérielle dans l'apnée du sommeil, elle est réfractaire, elle est résistante, ça veut dire qu'elle résiste à plus de 3 traitements d'hypertenseurs, dont un diurétique. Et le traitement du syndrome d'apnée du sommeil améliore les chiffres tensionnels. Il a une action synergique avec le traitement d'hypertension. Donc l'effet, il est dépendant de la sévérité initiale du syndrome et l'observance du traitement par machine. C'est par la pression positive continue qu'on verra après. Donc le syndrome d'apnée du sommeil est un facteur de risque d'hypertension non contrôlée et d'hypertension résistante. Pour le coronarien, on a plus de ruptures de plaques, plus d'accidents coronariens. Donc la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil chez le coronarien est de 30%. Et on a une moindre récupération de la fonction ventriculaire gauche après un infarctus en cas d'apnée du sommeil associé. Et la désaturation est un facteur de risque d'accident cardiovasculaire indépendant pour le coronarien. Il y a même la fibrillation auriculaire qui est observée
d'une manière importante, donc c'est un facteur prédictif indépendant d'occurrence de l'AFA chez les sujets moins de 65 ans. Donc, répercussions multiples sur l'appareil cardiovasculaire. Donc, le diagnostic de l'apnée du sommeil est possible, se fait par la polysomnographie ou la polygraphie ventilatoire. La différence entre ces deux techniques, donc la polygraphie ventilatoire, donc se fait généralement à domicile, c'est un moyen de diagnostic, et l'enregistrement se fait la nuit, c'est clair, donc une apnée qui survient durant le sommeil, donc, et elle enregistre les paramètres de respiration. Alors que la polysomnographie se fait généralement dans un laboratoire du sommeil, et ça enregistre les paramètres de la respiration, également des paramètres neurologiques, comme l'électroencéphalogramme, et les mouvements musculaires comme l'activité du muscle du menton, des cuisses, donc l'activité neurologique et musculaire. L'appareil est placé avec donc des lunettes, les mouvements du thorax sont enregistrés, sont étudiés par des sangles, des ceintures, de l'abdomen également, un saturomètre pour enregistrer la saturation, donc électrocardiogramme, et avec les lunettes on peut même enregistrer les renflements. La polysomnographie n'est pas réalisée tout le temps, donc son indication c'est en cas de discordance clinique et polygraphique, donc, et son intérêt c'est qu'elle visualise directement les micro-éveils qui sont responsables de désaturation, de problèmes d'hypertension et des signes cardiovasculaires et neurocognitifs. Comment traitons l'apnée du sommeil? Donc le traitement, le gold standard, c'est la CPAP. La CPAP, c'est l'appareil de respiration, donc pression positive continue. C'est un appareil respiratoire qui insuffle l'air donc, durant le sommeil par le nez et maintient les voies respiratoires ouvertes. Donc il lutte contre l'affaissement des voies respiratoires, contre le collapsus. Donc, quels sont les bienfaits du CPAP? Donc, elle abolit complètement les apnées et l'hypopnée. Il faut titrer la pression positive selon les patients. Donc, il y a un système, il faut titrer la pression qu'il faut fixer. Donc, et après cela, on aura une abolition des apnées et hypopnées, une diminution des micro-éveils. Elle stabilise l'oxygène sanguin, elle stabilise le pouls, donc prévient l'hypertension artérielle le soir. Donc, elle diminue la somnolence diurne et donc elle procure un sommeil réparateur. Les autres traitements de l'apnée du sommeil, donc la perte du poids qui fait partie intégrante du traitement de l'apnée du sommeil. Donc une perte de poids importante permet de guérir un patient et on peut enlever des machines. Donc, ça se fait, ça peut même aller jusqu'à la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, qui permet de corriger donc corriger l'obésité. Il y a la chirurgie qui est moins efficace que la CPAP, parce que la difficulté c'est de déterminer avec précision le lieu de l'obstruction. Et même les ORL ont développé une technique de l'endoscopie du sommeil pour déterminer avec précision le lieu de l'obstruction. Et là, on peut réaliser des chirurgies donc, qui consistent à enlever la luette, une partie du palais, dégager les voies respiratoires. Donc, mais c'est souvent moins efficace et ça s'adresse aux patients qui sont intolérants à la machine ou où il y a un échec du CPAP. Et ça, faut savoir qu'il y a risque de récidive après quelques années de chirurgie. Les orthèses d'avancée mandibulaire, c'est une thérapie par orthèse qui permet d'avancer la mandibule pour dégager un peu, pour avoir plus d'espace dans l'arrière-gorge. On voit l'image de chirurgie de l'orthèse mandibulaire. Quels sont les messages à retenir? Donc, il faut savoir que c'est une pathologie fréquente et elle altère la qualité de vie. Il y a eu des progrès considérables technologiques
qui nous ont permis d'améliorer notre capacité à faire le diagnostic et à diversifier les traitements qui s'avèrent très efficaces. Donc c'est un facteur de risque cardiovasculaire à part entière, donc au titre de tabagisme, d'hypercholestérolémie. Donc il est facilement soupçonnable par un bon interrogatoire chez une personne à risque. Le diagnostic, c'est la polysomnographie et la polygraphie ventilatoire. Et le traitement, c'est le CPAP qui donne souvent d'excellents résultats. Et je vous remercie. Donc,